Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la versification. La poésie est souvent considérée comme un art énigmatique et mystérieux, mais avec les bons outils d'analyse, il est possible de décrypter ses subtilités et d'apprécier sa beauté. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les termes clés utilisés pour analyser un poème, tels que la métrique, la rime, l'allitération, la strophe, le rythme et bien d'autres encore. En comprenant ces termes, vous pourrez non seulement apprécier les poèmes que vous lisez, mais également créer les vôtres. Tout d'abord, commençons par définir ensemble le terme versification. Il désigne l'ensemble des règles qui permettent d'écrire des vers en poésie. L'objectif de cette vidéo est de vous faire découvrir ou réviser toutes ces notions. Et pour ce faire, nous allons étudier ensemble le magnifique poème de Rimbaud intitulé Le Dormeur du Val. Pour bien lire ou écrire un poème, il faut bien maîtriser le vers. Commençons par le définir et l'analyser. Dans un poème, un vers correspond à une ligne. S'il commence souvent par une majuscule, il faut néanmoins savoir qu'un vers n'est pas forcément une phrase. En effet, une phrase peut se développer parfois sur plusieurs vers. Le vers français est syllabique, c'est-à-dire que pour mesurer la longueur d'un vers, on compte le nombre de syllabes prononcées. Comprendre leur fonctionnement vous permettra de mieux les lire et de respecter le rythme et la musicalité créés par le poète. Celui-ci conçoit ses vers comme s'il s'agissait d'une partition de musique. Si vous les lisez mal en oubliant une syllabe, par exemple, c'est comme si vous faisiez une fausse note. Je sais pas comment l'expliquer, c'est magique! Pour bien lire les vers, il faut connaître la règle du E muet. Le E en fin de mot ne se compte que s'il est suivi à l'intérieur du vers par une consonne. On ne le compte jamais s'il est suivi par une voyelle ou s'il est à la fin du vers, à la rime. Étudions ensemble deux vers pour mieux comprendre cette règle. Pendant ma lecture, essayez de compter le nombre de syllabes de chacun d'entre eux. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons. Lorsque vous comptez les syllabes de ces deux vers, vous trouvez qu'ils contiennent chacun 12 syllabes. On dit que ce sont des alexandrins. Je suis mon cher ami, très heureux de te voir. C'est un alexandrin. Notez qu'il faut compter le E du ne ainsi que celui de herbe puisqu'ils sont suivis par des consonnes. En revanche, on ne compte pas les E de verdure ou de chante car ils sont suivis de voyelles. En fonction de sa longueur, chaque vers possède un nom spécifique. De 1 à 12 syllabes, chaque vers a un nom. Les voici dans l'ordre à l'intérieur d'un tableau. Par exemple, un vers de 3 syllabes se nomme un trisyllabe. Un vers de 5 syllabes, un pentasyllabe. Un vers de 8 syllabes, un octosyllabe. Et un vers de 11 syllabes, un endécasyllabe. Vous remarquerez que tous les noms des vers se terminent par le mot syllabe, sauf l'alexandrin qui possède en fait deux noms. On peut aussi le nommer dodécasyllabe. Certains vers sont plus utilisés que d'autres. Les 3 maîtres les plus courants dans la poésie sont l'octosyllabe, le décasyllabe et l'alexandrin. Passons maintenant à l'étude de la strophe. En poésie, la strophe est comparable à un paragraphe dans un texte en prose. Il s'agit d'un groupe de vers. Tout comme pour les vers, chaque strophe porte un nom particulier en fonction du nombre de vers qu'elle comporte. Ainsi, une strophe composée de 1 vers se nomme un monostiche. Un groupe de 2 vers s'appelle un distique. Pour 3 vers, ce sera un tercé, puis un quatrain, un quintile, un sisain pour une strophe de 6 vers, un septain, un huitain, etc. Par exemple, Le Dormeur du Val de Rimbaud est composé de 4 strophes. Les 2 premières sont des quatrains, car elles sont composées de 4 vers chacune. Les 2 dernières sont des tercés, elles contiennent 3 vers chacune. Maintenant que vous avez bien compris comment fonctionnent les vers et les strophes, nous pouvons passer à l'étude du rythme des vers. Les vers longs, c'est-à-dire essentiellement les décasyllabes et les alexandrins,
se partagent le plus souvent en deux parties que l'on nomme hémistiches et qui, en général, représentent la moitié du vers. Pour désigner le point de partage entre ces deux hémistiches, on place la césure que l'on marque avec un double slash. Elle se détermine en fonction du rythme du vers. Dans un alexandrin, elle se situe traditionnellement après la 6e syllabe. Dans un décasyllabe, elle se situe soit après la 4e, soit après la 6e syllabe. Le décasyllabe ne se sépare donc pas à la moitié exacte du vers. Le fait de placer la césure vous donnera le rythme du vers et vous permettra d'améliorer votre lecture à voix haute. Sachez qu'il vous faudra marquer une pause à l'endroit où se situe la césure. Reprenons ensemble l'exemple du premier vers du Dormeur du Val pour bien comprendre ces deux notions de césure et d'hémistiche. Comme il s'agit d'un alexandrin, la césure doit normalement se trouver après la 6e syllabe, c'est-à-dire après verdure. Elle sépare le vers au milieu, permettant de créer deux hémistiches. Ainsi, lorsqu'on lit le vers, il nous faut marquer une pause à la césure. C'est un trou de verdure où chante une rivière. Malheureusement, dans un poème, le rythme n'est pas toujours linéaire, et le poète peut décider d'y introduire des ruptures pour le faire varier. Normalement, le lecteur de poème doit faire une pause à la fin de chaque vers lorsqu'il lit. Mais cela n'est pas toujours possible, car il faut parfois lire deux vers consécutifs pour préserver le sens de la phrase. Il existe 3 ruptures de rythme: l'enjambement, le rejet et le contre-rejet. L'enjambement est un rejet au vers suivant de plusieurs mots nécessaires au sens du premier vers. On lira donc les deux vers sans marquer de pause à la fin du premier. Le rejet consiste à rejeter un seul élément au vers suivant pour le mettre en valeur. Enfin, dans le contre-rejet, la partie en fin de vers précédent est plus courte que celle rejetée au vers suivant. Dans Le Dormeur du Val, Rimbaud utilise beaucoup ces discordances de rythme. Par exemple, au vers 2 et 3, il emploie un rejet, car il renvoie le groupe de mots d'argent au vers 3. Or, pour que le vers 2 ait du sens, on ne peut pas marquer de pause après haillons. Il faut lire les deux vers ensemble jusqu'au point-virgule. Accrochant follement aux herbes des haillons d'argent. Il en va de même pour le contre-rejet utilisé au vers 9 et 10. Il est impossible de s'arrêter à comme sans perdre le sens de la phrase. Il faut lire jusqu'à la virgule du vers 10 pour le préserver. Souriant comme sourirait un enfant malade. Comme l'étude du rythme des vers n'a plus de secret pour vous, nous pouvons maintenant passer à l'étude des rimes. Qu'est-ce qu'une rime ? C'est un phénomène musical qui consiste à répéter le même son en fin de vers. Pour faciliter l'analyse des rimes, on attribue une lettre à chaque son répété. Tout d'abord, les poètes choisissent souvent une manière de disposer les rimes. Il en existe 3. Elles peuvent être suivies sur le modèle AABB. Elles peuvent aussi être croisées ABAB. Enfin, on peut les disposer de manière à ce qu'elles soient embrassées ABBA, c'est-à-dire que la rime A encadre la rime B. Observons le premier quatrain du Dormeur du Val. La première rime est en hier, car rivière rime avec fier. Il s'agit de la rime A. La rime B est en ion, puisque haillon rime avec rayon. Ces rimes sont croisées, car elles suivent le schéma AB-AB. Rimbaud répète ce schéma dans le second quatrain, où les rimes sont également croisées. Nu rime avec nu et bleu avec pleu. Ensuite, comme et somme forment une rime suivie. Le poème s'achève par des rimes embrassées. Narine et poitrine sont encadrées par froid et droit. La rime participe à la musicalité du poème. Plus les deux mots qui riment ont de sons en commun, plus la rime sera de qualité et produira son effet. On distingue 3 niveaux de qualité de la rime. Les rimes pauvres n'ont qu'un seul son commun. Les rimes suffisantes en ont 2. Et les rimes riches possèdent au moins 3 sons en commun, voire plus.
Ainsi, si on prend comme exemple la première rime du poème de Rimbaud, on pourra dire qu'elle est riche. En effet, dans rivière et filière, on peut compter 3 sons communs, le i, le est et le r. Rappelez-vous que le e final est muet à la rime. On ne peut donc pas le comptabiliser parmi les sons prononcés. Essayons avec un deuxième exemple. Nu et nu contiennent 2 sons communs, le n et le u. Il s'agit d'une rime suffisante. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre pause et vous entraîner à compter les sons communs des autres rimes. Enfin, la rime possède un genre. Elle est soit masculine, soit féminine. Les rimes féminines s'achèvent toutes par un e muet, alors que les rimes masculines se terminent par toutes les autres lettres. Au XVIIe siècle, une règle classique imposait aux poètes d'alterner les rimes masculines et féminines durant tout le poème. Cette règle complexifiait beaucoup le travail d'écriture du poète, mais visait à rendre le texte poétique plus musical et donc plus beau. Dans son poème, Rimbaud respecte cette alternance entre les rimes féminines et masculines. Ainsi, dans la deuxième strophe, la rime nu est féminine, car elle se termine par un e muet, alors que bleu et pleu s'achèvent respectivement par un u et par un t. Ce sont des rimes masculines. Je vous propose de mettre pause et de vérifier le genre des autres rimes du poème. Il existe également d'autres phénomènes permettant de jouer sur les sonorités des mots pour créer davantage de musicalité. Par exemple, l'allitération est la répétition d'un son consonantique. Dans le vers, « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?» on entend distinctement le son S qui est répété. Dans le même esprit, l'assonance est la répétition d'un son vocalique, c'est-à-dire d'une voyelle. Dans le vers, je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue, le son I est répété à 3 reprises. J'espère que grâce à cette vidéo, vous avez bien compris tous les rouages de la versification et que vous pourrez mieux lire, mieux étudier ou mieux écrire vos poèmes. Pour vérifier vos connaissances sur ce sujet, je vous prépare un petit quiz qui paraîtra prochainement sur la chaîne. Pensez à vous abonner, à liker et à cliquer sur la cloche pour être notifié des nouveautés. Merci de me suivre et à bientôt!